On va parler logement, notamment créer 20 000 logements d'ici fin 2018. C'est l'objectif ambitieux du Conseil d'État genevois, Antonio Hodgers. Il veut en finir avec la pénurie de logements dans son canton. Recette, c'est un catalogue de 38 mesures pour accélérer les procédures de construction. Le magistrat vert qui a eu l'occasion de présenter la semaine dernière un exemple réussi du côté de Genève, c'est le projet du quartier de l'Étang à Vernier. 1000 habitations qui seront prêtes en un temps record, a priori. 14 ans, tout compris, 14 ans au lieu de quelques décennies habituellement. La méthode Hodgers peut-elle s'appliquer ailleurs aussi en Suisse romande? Le principal intéressé est avec nous. Bonjour Antonio Hodgers. Bonjour. Merci d'être notre invité en duplex de Genève jusqu'à 8h. Vous êtes vert, hein, je le rappelle. Donc on va parler logement. On commence par ce qui va peut-être marcher probablement. Ce projet de Vernier, je le citais, un quartier de 1000 habitations qui devrait voir le jour en 14 ans. Je dis devrait. On peut enlever le conditionnel, c'est du cause humain. Je suis désolé, mais vos chiffres ne correspondent pas. On va réaliser en 14 mois, ce qui d'habitude met 42 mois à se réaliser. J'ai dit quoi, 14 ans, oui. 14 ans, oui. Oui, 14 mois. Je sais que c'est le matin. C'est une coquille, c'est le matin pour tout le monde. Pas de souci. Et une autre correction, je n'ai jamais promis 20 000 logements pour 2018, c'est matériellement impossible. C'est bien 2 millions de mètres carrés PLQ en planification adoptée, ça ne fait toujours pas les logements derrière. Mais alors il y a deux coquilles, voilà. on va vérifier d'où elles viennent et on s'en excuse. Pas de souci. Non, ici on est effectivement sur ce quartier de l'Étang. Ce quartier de l'Étang, c'est dans la commune de Vernier. Effectivement, on a pu réaliser en un temps record, c'est-à-dire on va réaliser, on est encore en train de travailler d'ailleurs, en un peu moins d'une année et demie, ce qui d'habitude met 3 ans et demi à se faire. Donc on voit qu'on arrive à diviser par 3 le temps qui est celui de la construction du quartier, de l'image urbaine et des autorisations de construire. Donc dès mars 2016, l'État aura délivré les autorisations de construire, il n'y a plus qu'à amener les grues et donc sur 2018, on aura les premiers logements. Il n'y a plus qu'à. Est-ce que ça veut dire que pour construire plus vite, il faut aussi avoir, comment dire ça, le moins d'interlocuteurs possible, c'est ça? Effectivement, si on prend les caractéristiques de ce quartier, puis on se demande mais pourquoi celui-là, il va beaucoup plus vite que d'autres, que les Genevois connaissent, que ce soit le Pave, que ce soit les Cherpines sur lesquelles ils ont voté, les communautés d'Ambilly, qui sont des quartiers qui ont démarré bien avant celui de l'Étang, on se rend compte que tout d'abord, il y a un interlocuteur unique en face de l'État, il y a un opérateur urbain, c'est-à-dire une entité qui regroupe les propriétaires. Là, il se trouve qu'il n'y a qu'un seul propriétaire et c'est ça la grande simplicité de ce quartier. C'est un propriétaire qui a acheté toutes ces parcelles qui sont des parcelles en zone industrielle et qui du coup nous évite des négociations qui sont parfois à 10, qui sont parfois à 15. Là, on discute à 2. Oui, nous évite des négociations. Alors je rebondis sur cette expression, Antonio Hodgers, ça veut dire que parfois, et là vous pouvez me corriger aussi si je dis une bêtise, mais que c'est parfois il faut passer en force, c'est peut-être pas le terme, mais parfois il faut aller un petit peu plus vite, quitte à brusquer certains interlocuteurs. Au fond, la fin justifie les moyens, c'est ça la question en matière de logement? Alors ça dépend quelle fin et quel moyen et quel équilibre on trouve. Mais construire et construire vite, c'est ça la fin? Oui, construire, si on veut construire et construire vite, parce qu'il y a effectivement un déficit à Genève de 20 à 30 000 logements, et on a une crise du logement depuis une quinzaine d'années, on doit quand même partir d'un chiffre qui est fort, c'est que 75% des mètres carrés que l'État cherche à construire sont contestés par une procédure d'opposition. C'est-à-dire que 3/4 de ce qu'on essaye de faire est contesté. Et donc on voit bien que par des propriétaires, en l'occurrence c'est la propriété privée qui s'oppose au développement territorial le plus souvent. Et donc quand en face on a des propriétaires, ou ici un propriétaire qui est d'accord de construire, qui n'est pas dans l'opposition, mais qui est dans la collaboration, là, on peut aller beaucoup plus vite. Alors, ici, il n'y a pas besoin de passer en force, puisque tant le propriétaire est d'accord de construire, et la commune de Vernier, ça aussi, c'est à saluer, est derrière ce projet qu'elle soutient. Le plus souvent, j'ai des communes qui sont tièdes, qui ne sont pas convaincues par le développement urbain. Vous savez comment c'est, tout le monde dit qu'il faut résoudre la crise du logement, mais pas d'immeuble devant chez lui. Mais parfois, est-ce qu'il faut passer en force? Je vous pose la question, je vous la repose. Oui, parfois il faut passer en force et dans les propositions et 38 mesures que le Conseil d'État genevois a déposées auprès du Grand Conseil, il y a la clause d'utilité publique qui serait donnée d'une manière générale au logement et qui permettrait, dans les cas les plus extrêmes, face aux derniers des récalcitrants qui peuvent... Une famille peut bloquer tout un quartier qui nous permettrait d'aller vers l'expropriation au bout de quelques années.
L'expropriation, ce n'est pas spoliation, les gens seraient indemnisés, mais au bout d'un moment, on n'arrive pas finalement à créer un rythme suffisamment rapide si on ne dit pas qu'au bout d'un certain temps de négociation, d'alternatives, les gens se voient proposer d'autres maisons, se voient proposer de la PPE, etc. Si certains, à la fin, ne partent pas malgré le prix important que l'on peut donner pour leurs biens, etc., à la fin, il peut y avoir une décision du Conseil d'État qui amène à une expropriation. Bien sûr, c'est des cas exceptionnels, mais ça peut arriver. C'est ça la méthode Odgers, éventuellement passer en force. C'est pas très suisse de passer en force. Alors, ça dépend ce qu'on appelle pas très suisse. Moi, vous savez, quand une villa remplace 10 à 15 appartements, c'est-à-dire qu'une famille est logée à la place de 10 ou 15, où est l'intérêt? Il est sur le particulier ou il est sur les 10 et 15 familles qui attendent depuis des années d'avoir un logement décent à un prix correct? Et je pense que c'est là finalement l'équilibre que l'on doit trouver. L'expropriation reste bien sûr l'ultima ratio. Et pour ma part, je suis très acquis à la concertation, c'est très vert. Et bien avant d'arriver à cette mesure qui est extrême, on va évidemment dialoguer, proposer des alternatives, faire avec. Mais si finalement on regarde ces dernières années de pourquoi Genève n'a pas réussi à garder un rythme de construction important, en tout cas à la hauteur de ses besoins, c'est parce que les temps de la discussion et les temps de la remise en cause des décisions sont extrêmement importants et sont trop importants. Oui, on s'étale sur 10 ou 15 ans là pour le coup. Oui, oui. Et ce droit d'expropriation, vous voulez l'avancer à 3 ans au lieu de 5 Alors aujourd'hui, il est possible effectivement à partir de 5 ans. Là, le Conseil d'État propose qu'il puisse être déclenché à partir de 3 ans, mais entre nous, je préfère faire peur avec que l'appliquer réellement. Ça m'est Mais arrivé. vous faites peur ce matin, vous êtes conscient que vos propos peuvent en effrayer quelques-uns. Oui. Je suis conscient, mais à nouveau, il ne faut pas non plus surexagérer ce qu'il y a derrière l'expropriation. Tout d'abord, ce n'est pas de la spoliation, c'est-à-dire que si même à la fin l'État se résout à acquérir votre bien, il vous indemnise à sa valeur, et l'État le fait déjà. Quand vous construisez une route, une école primaire, une prison ou même demain une patinoire, parce que ça c'est un sujet d'actualité à Genève, Oh oui. et vous pouvez, oui mais sur la patinoire il y a un propriétaire qui ne veut pas vendre. Oui, oui. Et donc on nous a demandé de mettre la clause d'utilité publique pour exproprier ce propriétaire pour faire d'une patinoire. Là-dessus ça ne pose de problème à personne. Alors moi ma posture est de dire qu'aujourd'hui, vu la crise du logement, construire du logement, c'est aussi important que construire des routes ou une patinoire, et que les logements méritent eux aussi cette clause d'utilité publique qui permet d'utiliser, je dirais, cette arme nucléaire, mais vraiment en tout dernier ratio. Donc ne croyez pas ce matin que l'État a la volonté et encore moins les moyens de mener une politique d'expropriation massive. J'allais vous poser la question parce que ça coûte de l'argent d'exproprier. Ça coûte extrêmement on cher. a les moyens du côté de Genève de cette politique-là? On n'a pas les moyens. D'accord. Non, attendez, on n'a pas les moyens de faire ça massivement. Ouais. Donc on a les moyens de faire ça quand vraiment le dernier des récalcitrants, alors que tous les autres propriétaires autour sont d'accord de construire, ont fait les démarches, ont déménagé, et que un dernier des Mohicans bloque tout un quartier, là oui c'est une mesure qui peut être utilisée. Mais voyez que c'est quand même une mesure extrêmement ciblée, qui est rare et qui vient tout en fin de processus. Il y a eu cette information qu'on a donnée hier soir, ce recours déposé, parce que là on parlait de recours, alors on n'est pas évidemment dans le même cas que des logements collectifs, mais enfin ce recours déposé hier par la commune de Lancy contre la gare Seva, Lancy-Pont-Rouge, dossier qui n'est pas entre vos mains directement, mais entre celles de votre collègue Bartassa. Cela dit, évidemment, comme membre du Conseil d'État, vous êtes concerné. Ce serait la gare Lancy-Pont-Rouge, la deuxième gare la plus importante du canton, dernière corne à vin, et ça devrait en principe retarder cette construction d'au moins une année. Qu'est-ce qui cloche à Genève plus qu'ailleurs pour mener à bien le moindre projet, et notamment celui-là, sur ce recours-là? Antonio Odgers, quel commentaire faites-vous ce matin? Effectivement, j'ai appris avec consternation ce recours qui peut mettre à mal, en tout cas qui peut retarder. Vous voyez, on parle encore des retards au niveau de la construction. J'ai bon espoir qu'on arrive à trouver une solution en bonne intelligence avec la commune. Mais vous avez raison de souligner, est-ce que c'est à Genève plus qu'ailleurs, je ne sais pas, mais que d'une manière générale, chaque fois que vous essayez de transformer le territoire, vous aurez des résistances. Et donc, au bout d'un moment, et c'est un peu mon motto finalement dans ce mandat, c'est soit on accepte la crise du logement et puis on construit, mais passivement et très lentement, soit on passe peut-être à la deuxième, on met la deuxième et on se donne les moyens d'aller plus vite. Mais plus vite, ça ne veut pas dire moins de qualité, ça ne veut pas dire dans l'irrespect. Moi, je tiens beaucoup à la concertation, notamment quand on va faire la mutation de la zone villa. C'est très important
pour moi d'impliquer en amont les propriétaires de la zone villa, mais il faut marquer les rythmes. Il y a les temps de la discussion, de la concertation, qui sont les temps très suisses, et j'y tiens fortement. Après, il y a les temps de la décision, et après, il y a les temps de l'exécution. Et bien souvent, aujourd'hui, quand on est dans l'exécution, on refait de la concertation, de la discussion, et on tourne en boucle, et c'est ça qui ne va pas. Antonio Odgers, un mot, enfin quelques mots même, quelques minutes, si vous êtes d'accord, sur les Verts, votre parti. On quitte la crise du logement. Les Verts qui ont clairement mordu la poussière aux élections fédérales du 18 octobre dernier, moins 5 sièges. Moins 4 sièges, oui, ben voilà, j'ai vraiment des chiffres qui ne sont pas fiables ce matin. On va en parler entre collègues. À tête refroidie, si on peut dire, ça fait 2-3 semaines, comment analysez-vous les raisons de cet échec? On cherche toujours à établir les responsabilités. Qui serait responsable de cet échec-là? Je crois que les responsabilités individuelles sont dérisoires par rapport à des trends. C'est vrai que les Verts défendent une Suisse ouverte, une Suisse moderne, confiante en l'avenir. Et aujourd'hui, on est, en Suisse comme en Europe, face à des craintes en lien avec l'Union européenne, en lien peut-être avec le terrorisme, en lien avec les questions d'emploi. Donc je pense que voilà, les Verts, on représente autre chose que finalement la pensée mainstream aujourd'hui. Donc il n'y a pas non plus de raison ou de coupable. En politique, vous savez, je crois qu'il faut afficher ses convictions, puis après à l'électorat de définir si oui ou non il vous choisit. Je ne suis pas comme Coluche qui disait que certains politiciens consultent les sondages pour savoir ce qu'ils vont s'autoriser à penser. Donc je crois qu'il y a une cohérence de la part de la position des Verts qui ne bouge pas. Pas d'autocritique à faire. Écoutez, pas d'autocritique massive comme ça. On peut toujours s'améliorer. Et puis j'aimerais quand même relativiser. Les Verts ont perdu 1%. Il y avait 50% de votants. Donc ça veut dire qu'un Suisse sur 200 a changé d'opinion et vous en traduisez au niveau journalistique comme une défaite massive. Je crois que voilà, il y a eu 4 sièges de perdus. Si on voit ces 20 ou 30 dernières années, si on prend un peu de recul, on voit que le PLR ou même le PS ont perdu beaucoup plus de sièges que ça. Donc on n'est pas sur des trends suffisamment lourds. Les Verts, on reste un petit parti. En Suisse comme en Europe, notre message est quand même assez avant-gardiste. En général, on a raison 20 ou 30 ans après de ce qu'on dit. Et je pense qu'aujourd'hui, tant Barack Obama, vous le disiez, François Hollande et la Chine font du climat, ou sans compter encore le pape François à fond de la question climatique. Oui, mais c'est bien le problème. Les autres en font et on n'a plus besoin de vous. Si je résume, c'est ce que se disent certains électeurs, et les Verts libéraux non plus. Non, mais en l'occurrence, non, je ne pense pas que les électeurs se sont dit ça. Je ne pense pas que les électeurs ont voté UDC en disant « je veux mieux protéger le climat ». Ça, c'est pas vrai. Et aucun sondage et aucune étude le dit. Je pense qu'aujourd'hui, la question climatique n'est plus, et c'est ce que disent vos études d'ailleurs, n'est plus prioritaire. On n'est pas aujourd'hui dans le top 5 des préoccupations des Suisses. Mais je peux comprendre et je peux que respecter l'avis du souverain, mais la question climatique est le défi principal de l'humanité au XXIe siècle. Donc ça, je crois que les Verts sont les seuls à rester cohérent là-dessus. Si vous prenez les programmes politiques de ces dernières élections ou ce que les partis ont mis en avant, vous constaterez qu'il n'y a que les Verts et les Verts libéraux à être restés sur les questions environnementales et climatiques. Les autres partis, tant du côté droite que du côté gauche, n'ont pas parlé d'environnement parce qu'ils ont senti que ce n'est plus le moment. Et je pense que c'est la grande force des Verts que de rester cohérents sur leurs fondamentaux, en sachant à nouveau, et vous citiez l'exemple de la Chine et François Hollande, que c'est quand même le sujet numéro 1 pour l'humanité, même si aujourd'hui, conjoncturellement, en 2015, les Suisses ont des préoccupations peut-être plus concrètes, plus matérielles, plus immédiates. Immigration en tête, on l'a dit avant ces élections fédérales. Alors certes, on ne pourra pas vous reprocher, vous les Verts et aux Verts libéraux, de ne pas rester cohérents, c'est vrai. Les Verts libéraux qui font aussi partie des perdants de ces élections. Est-ce qu'une alliance entre les deux partis, Antonio Odgers, n'est pas envisageable, voire même souhaitable à terme? On verra ce que l'avenir nous dira. Aujourd'hui, on est quand même deux partis clairement séparés. Je pense qu'une meilleure collaboration au niveau des chambres fédérales déjà peut être effective, comme ça s'est fait d'ailleurs ces dernières années sur les questions environnementales. Maintenant, voilà, les Verts libéraux font partie de l'alliance, je dirais à droite, sur des positions qui sont parfois quand même très éloignées des vues plus humanistes qu'ont les Verts en matière de société, et notamment en matière de migration. Donc à partir de là, je crois qu'il y a encore du chemin à faire. Je pense que la collaboration est l'essentiel, mais cette collaboration elle a bien marché cette dernière législature, aussi avec le PS, aussi avec le PDC sur les questions environnementales, et j'espère que ces partis-là qui ont joué le jeu ces dernières législatures, parce que l'écologie était encore peut-être à la mode aux dernières élections il y a 4 ans, garderont cet entrain sur le tournant énergétique et ne céderont pas finalement à d'autres sirènes plus conjoncturelles et plus immédiates. Quelle doit être la stratégie des Verts durant la prochaine législature pour faire avancer les idées du parti? Est-ce que ça ne va pas devoir commencer aussi peut-être par changer d'organisation dirigeante, cette coprésidence?
Ça, c'est des choses que le parti suisse doit discuter à l'interne. Vous savez, Vous répondez pas vraiment, Antonio non, Gers. mais parce que j'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. D'accord. Comment dire que c'est une coprésidence? Vous savez, il y a 4 ans, c'était la présidence unique d'Uli Leuenberger qui nous valait des critiques. On nous avait dit mais pourquoi vous avez perdu parce que vous avez un seul président et pas des coprésidents. Et c'était aussi des journalistes qui nous faisaient ces remarques. Donc, sincèrement, je pense que tous ces débats-là sont des débats importants pour le parti, mais sincèrement assez anecdotiques pour les lecteurs parce que finalement, les lecteurs, ils choisissent en fonction des idées, des courants de pensée, en fonction des programmes politiques. Et puis après, on doit avoir 2 coprésidents, un président pour le porter. Ça, c'est des choses qui sont relativement, à mon sens, négligeables. On vous croit, Antonio Gers. On va parler de la presse et la commenter. Valérie Droux et Esther Coco ont fait leur apparition dans ce studio, mais on va vous garder quelques minutes. Enfin, on vous garde jusqu'à 8h, Antonio Gers, si vous êtes d'accord. Et on va commencer avec un commentaire, celui du socialiste Rudolf Strahm, ancien monsieur pris. On l'a souvent taxé de socialiste de droite, Rudolf Strahm. Et pour lui, la gauche doit accepter un 2e siège UDC. Le sentiment de vengeance ne nous amènera pas bien loin. Dans le Tagesanzeiger, Rudolf Strahm lance cet appel à la gauche. L'ancien monsieur Pris salue le travail hors du commun accompli par Evelyn Widmer-Schlumpf pour réformer la place financière. Mais selon lui, avec près de 30% des voix, l'UDC a désormais droit à un 2e siège au Conseil fédéral. Tout responsable socialiste qui veut laisser l'UDC devant la porte a une pensée qui ne reflète pas l'histoire et qui s'éloigne des citoyens. Mais, avertit Rudolf Strahm, le Parlement reste libre d'élire l'UDC de son choix au gouvernement. Bon, vous avez été aussi à Berne, Antonio Gers. Alors l'UDC a eu quasiment 30% des voix le 18 octobre dernier. 2e siège que quasiment tout le monde lui accorde avec le départ d'Evelyn Widmer-Schlumpf. On sent la gauche relativement résignée sur la question. Est-ce que c'est aussi votre cas, vous ? Non, absolument pas. Tout d'abord, je crois qu'on a tendance à l'oublier, c'est que le Parlement en 2007, et j'en étais, a élu 2 UDC au Conseil fédéral. Madame Widmer-Schlumpf, Madame effectivement. Widmer-Schlumpf, UDC des Grisons. Et c'est l'UDC qui n'a pas respecté le verdict de l'Assemblée fédérale en excluant non pas sa membre, mais toute une section d'ailleurs. Mais ce n'était pas la candidate officielle du parti, il faut quand même le rappeler. Oui, mais alors le PS s'est fait aussi dans l'histoire imposer des candidats qui n'étaient pas les candidats officiels. Exactement, les candidats officiels du parti. Donc le principe est que là, un parti accepte, s'il veut jouer le jeu de la concordance, accepte les verdicts de l'Assemblée fédérale. L'UDC n'a pas fait. Autre chose que l'UDC n'a pas fait, c'était dans la législature précédente, où là, elle était représentée par Christophe Blecher, donc leur gourou en personne, c'est de respecter le jeu disons, de l'attention des institutions et de la collégialité, de la concordance. Le système suisse est basé sur quoi? Il est basé sur le fait que les forces qui sont à l'extérieur du pouvoir, finalement, se calment ou jouent le jeu une fois qu'elles sont dedans. L'UDC n'a pas respecté cela. Donc aujourd'hui, à mon sens, l'UDC... Moi, je ne suis pas en faveur pour qu'elle obtienne un 2e siège, ni même un 1er. À vrai dire, l'UDC, aujourd'hui, dans sa culture politique, n'est pas compatible avec la tradition et nos institutions, notamment le Conseil fédéral. Donc, je pense qu'elle devrait choisir aujourd'hui. Même un UDC modéré, comme on dit ? Mais l'important, ce n'est pas seulement les personnes, mais ce que va faire le parti derrière. L'UDC n'a jamais été aussi agressive en termes de lancement d'initiative que quand Christophe Blecher était au Conseil fédéral. Le parti n'a pas joué le jeu, la règle de base de la concordance suisse qui est que quand on est dedans, le parti lève un peu le pied sur les attaques. Il ne l'a pas fait. Donc si je vous comprends bien, et si on poursuit votre raisonnement jusqu'au bout, il devrait sortir du Conseil fédéral. Moi je pense que l'UDC aujourd'hui devrait sortir du Conseil fédéral parce qu'ils ont montré que quand ils étaient à 2, pleinement représentés à Christophe Blecher, le parti n'a absolument pas levé le pied sur les attaques des institutions et les attaques des fondamentaux de notre prospérité. Quand on a choisi quelqu'un qu'ils ne voulaient pas, ils l'ont exclu, ce qui est déjà une 2e violation de la tradition, du mode de fonctionnement de notre gouvernement suisse. Et à partir de là, quand aujourd'hui le débat fondamental qui structure l'avenir de la Suisse est autour des bilatérales, et quand le peuple élit quand même en grande majorité les partis qui sont en faveur des bilatérales de maintenir une relation stable avec l'Union européenne, je pense qu'il est contradictoire que ce même Parlement, qui est majoritairement non UDC, à 2 tiers, et renforce finalement
ceux qui aujourd'hui ont une posture contraire, que je peux respecter par ailleurs, qui n'est pas la mienne, mais qui est respectable en soi, qui est de dire on doit casser tout lien avec l'Union européenne. Donc je pense qu'aujourd'hui, là, vous avez raison de dire que la gauche, mais la droite aussi, est résignée à finalement cette posture qui est une posture de fermeture, plus isolationniste de la Suisse. Et je ne la partage pas. Je pense qu'institutionnellement, aujourd'hui, l'Assemblée fédérale doit faire un choix politique et non pas simplement arithmétique en termes de représentation du Conseil fédéral. Et c'est en tant que conseiller d'État que vous appelez donc à ce que l'UDC sorte du Conseil fédéral. C'est pas rien. Antonio Odgers, vous restez avec nous et si jamais vous avez une intervention à faire, vous pouvez lever la main, comme on dit, sur la presse. On poursuit avec Heinz Brand, donc, et c'est toujours le même sujet qui suscite la colère de l'UDC aujourd'hui. Oui, le Conseil national Grison, un des favoris pour la candidature au Conseil fédéral, a signé cet été une intervention pour mettre à disposition de chaque élu un assistant parlementaire à 80%. Une mesure qui coûterait 13 millions de francs à la Confédération, une mesure surtout qui va à l'encontre de la guerre menée par son parti contre la bureaucratie et l'État mammouth et qui ne plaît pas du tout au chef de groupe Adrian Amstutz. Le Blick se demande même si cette prise de position ne compromet pas le rêve d'Heinz Brand de devenir un jour conseiller fédéral. Quand le changement climatique peut provoquer, en tout cas alimenter des conflits, ce sont les liens complexes entre climat et guerre. Valérie Drouot. Oui, l'enjeu est planétaire. C'est à lire dans La Liberté l'interview d'un chercheur de l'Institut des relations internationales et stratégiques à Paris. Les 20 à 30 millions de réfugiés que le dérèglement climatique fait chaque année génèrent des risques pris au sérieux par les grandes armées du monde. Des tensions, par exemple, trop de personnes dépendent des mêmes ressources d'eau potable et le paramètre environnemental est aussi présent dans le déclenchement de la guerre en Syrie. Le pays a connu une importante sécheresse au début des années 2000 qui a poussé la population à se déplacer et donc des communautés, par exemple, de confessions différentes, vivant habituellement éloignées, à trop se rapprocher. Le canton de Zurich va demander à ses communes d'accueillir davantage de requérants d'asile. Après 9 ans de statu quo, le canton de Zurich augmente les quotas de requérants d'asile pour les communes. Crise migratoire oblige. Dès le 1er janvier, elles devront accepter 7 migrants pour 1000 habitants. Selon la NZZ, les petites communes manifestent de la compréhension malgré l'énervement manifesté par leur organisation fêtière. La plus grosse difficulté sera bien sûr de trouver des logements adéquats. Peur sur le tourisme dans le Sinaï. Oui, il est désormais légitime de s'en prendre aux touristes, affirment des djihadistes. Dans le temps aujourd'hui, la mise en évidence de cette nouvelle cible que sont les touristes dans ce secteur, le Sinaï, lieu de tous les trafics, de la misère, de la violence. Elle a toujours été une région à part en Égypte et toutes les opérations menées ces derniers mois par l'armée égyptienne n'y changeront rien. Démolition de maisons, harcèlement de la population, c'est du pain béni, conclut l'article pour les djihadistes. Dans leur logique, ils combattent l'armée égyptienne parce qu'elle les empêche de s'en prendre au véritable ennemi qui est Israël. Et ces zones interdites maintenant de survol pour la compagnie suisse. Après le crash de l'Airbus russe dimanche, le Blick fait le point sur les trajets des avions. Pour des raisons de sécurité, la majorité des compagnies aériennes n'a pas attendu ce drame pour déclarer zone interdite le survol du Sinaï, de la Libye, de la Syrie. Quant à la compagnie Edelweiss, elle continue de desservir la destination égyptienne de Sharm el-Sheikh, mais par la route du sud, en évitant autant que possible de survoler le désert du Sinaï. On va terminer là-dessus. Les bâtiments communaux devraient tous être équipés de panneaux solaires. On fera réagir Antonio Odgers brièvement. Le Parlement zurichois veut mettre des panneaux solaires sur tous les bâtiments communaux. Une majorité verte, vert libéral et PBD, soutenue par la gauche, a fait passer un postulat dans ce sens hier au Parlement zurichois. Le Conseil d'État doit maintenant préparer un plan de construction. Le postulat exige aussi que l'on profite de la rénovation de toitures pour poser des panneaux photovoltaïques le plus rapidement possible. Antonio Odgers, vous êtes resté avec nous. D'accord avec cette idée-là? Ah oui, elle est excellente. Pour ma part, je souhaite multiplier par 10 le nombre de panneaux solaires à Genève d'ici 2020. Donc il y a un énorme potentiel sur les toits. Il faut passer par ce genre de postulat. Je pense que, disons, c'est un signe politique. Évidemment, après, pas tous les toits se prêtent à la mise à panneaux solaires, mais je crois que le principe qui est d'utiliser les surfaces de tous nos toitures, de tous nos immeubles est juste. On ne doit pas gaspiller cet espace-là. Merci beaucoup, Merci à Antonio Odgers, d'avoir été notre invité conseiller d'État vert en charge du logement, notamment. Vous étiez à Genève. Merci à vous, Valérie Drouot et Esther Coco.